Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous voudrions vous remercier d'avoir accepté répondre à notre invitation pour la présentation de ces deux ouvrages publiés par Zef Szabo. Comme vous le savez, Zef Szabo vient du Canada. Il va nous parler de ces deux ouvrages qu'il a publiés, et ces ouvrages portent le même titre de Justice corrompue, publié en 2 volumes. Le deuxième volume étant la suite du premier volume, que moi personnellement je vous invite à acheter pour lire, parce qu'on apprend beaucoup. Je m'excuse, Zef. Je vais juste vous donner une idée de ces deux ouvrages, et après je donnerai la parole à Zef après l'avoir présenté brièvement. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu le temps de lire ces deux ouvrages écrits par un spécialiste, un juriste, mais dans un style littéraire. Il a raconté l'histoire comme on le raconte dans un roman. Et quand on commence à lire ce livre, ce n'est pas ennuyeux comme la plupart des livres juridiques. C'est vraiment une histoire qu'il raconte avec ses tripes, avec son cœur, et c'est vraiment très intéressant. Je ne dis pas ça pour vous pousser à acheter le livre, mais j'ai lu les 2 livres. On n'a pas envie de lâcher tant qu'on n'est pas arrivé à la dernière page du dernier volume. Et je pense que je ne suis pas le seul. Il y a eu des gens très connus, des profs d'université, des chercheurs, des juristes qui l'ont lu aussi avant moi, et qui ont donné leurs impressions. Des impressions très intéressantes. Je vais prendre peut-être 3 impressions que je vais vous lire, hein, parce que ça appartient à d'autres gens. Donc je prends la première impression du professeur d'université au Canada, Joe Spencer. C'est un professeur d'université. Voilà ce qu'il dit du premier volume. Il dit: brutal, très méchant, barbare et répugnant. Un vrai cauchemar. Moi, je n'aurais pas tenu. Je me serais suicidé. C'est un professeur d'université qui dit ça, après avoir lu le premier volume de ce livre. C'est-à-dire que vous ressentez ça quand vous lisez. Vous sentez, vous montez avec l'auteur, et vous vivez ce qu'il a vécu, et vous voyez même ce qu'il a vu. Alors, il s'agit de quoi? Je ne peux pas vraiment vous en parler parce que je ne suis pas auteur. J'ai lu, mais je ne peux pas vous transmettre vivement et très bien ce que l'auteur a écrit, parce que les sensations, ça dépend de la personne qui lit. C'est pourquoi moi je continue à vous conseiller vivement d'acheter ce livre et de le lire et comprendre. Mais néanmoins, je peux vous donner un résumé mis par l'éditeur, qui aussi, par sa compréhension, nous dit l'essentiel des éléments qui vont nous pousser, nous mettre sur la piste, hein, pour comprendre. C'est une intrigue du premier volume au deuxième. Il faut acheter les 2 pour bien comprendre ce que l'auteur, pour percevoir l'ensemble du message de l'auteur.
Donc voilà, par exemple ici on nous dit que cette histoire est basée sur une histoire vraie, macabre, très dévastatrice. C'est un livre qui constitue le fruit du combat herculéen de l'auteur pour le rétablissement et la préservation de la justice et de l'égalité de tous devant la loi. C'est un livre qui donne à tout le monde le moyen de se défendre aussi, parce que nous faisons face de manière différente aux problèmes de la vie. Nous vivons l'injustice chacun à sa manière, et en lisant ce livre on sort renforcé pour utiliser les astuces de l'auteur et pouvoir se sortir de certains obstacles dans la vie, de certains barrages, parce que l'injustice justement ce sont des obstacles. On sait que c'est un samedi matin, alors c'est pas évident, les gens sont occupés, certains sont sortis la veille, et vous avez diverses activités, les enfants, les activités extrascolaires, les enfants qui sont en période d'examen. Alors je vous remercie infiniment, je suis très honoré par votre présence. J'écris ces livres pour que le public voit ce que les juges font. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, ou bien vous avez déjà entendu des affaires d'injustice délibérée, d'injustice barbare. Vous ne comprenez pas comment les juges parviennent à certaines conclusions, mais c'est fait de manière délibérée parce que c'est tout un système. Et il se couvre. Le juge de cour d'appel couvre des imbécilités, vous m'excuserez l'expression, la barbarie des juges, c'est un système. Et quand vous allez devant la Cour suprême, ils font la même chose. J'ai aucun respect, j'ai perdu confiance, j'ai plus de respect par rapport à des juges d'opérette. Malheureusement, certains, à cause de certains, ben, ça impacte négativement sur le reste. Alors quand vous êtes l'objet d'une décision judiciaire, ne lâchez pas, regardez d'abord les voies de recours au niveau interne, qu'est-ce qui est faisable. Okay. Alors j'ai saisi ici, comme j'ai dit, les sanctions vont tomber. Il y a des têtes qui vont être coupées, il y a des démissions ou des juges qui vont être relevés de leurs fonctions suite à cette affaire. C'est pas fini, ça ne fait que commencer. Et vous entendrez parler de cette affaire. Merci beaucoup pour la présentation, une très belle présentation. Mais moi, ma préoccupation, c'est beaucoup plus pour les républiques bananières dans mon pays, la République démocratique du Congo, que vous avez un peu... En vous écoutant, votre combat, c'est beaucoup plus pour la justice des pays développés. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à nos pays? La justice corrompue. Je prends un cas, la République démocratique du Congo. La République très démocratique du Congo. Je parle de pays d'origine, des fois on emploie ce mot, mais nous savons tous que nous ne sommes pas des membres d'un pays d'origine donné. Nous sommes Congolais. Quelles que soient les circonstances, nous demeurons Congolais, qu'on ait vécu 30, 40 ans à l'extérieur, que les uns et les autres aient ou pas acquis des nationalités différentes. Je pense que chacun d'entre nous sait ce que être Congolais, et on le demeure. Et le cœur est congolais, et c'est une question cruciale, c'est une question dont il faut parler. Justement pour vous dire, il y a une personne à Londres qui m'a posé la même question pour me dire, est-ce que Justice corrompue volume 3, est-ce que ça sera spécifiquement sur la RDC? Il m'a dit, je voudrais voir Justice corrompue volume 3 être écrit de manière spécifique et très détaillé et très fouillé sur la corruption de la justice en RDC telle que vous l'avez fait pour le système judiciaire canadien. Alors la réponse, effectivement, j'ai dit oui, je le ferai, mais aussi en ajoutant que, comme j'ai dit tout à l'heure, chacune des lignes de ce livre, le volume 1 et le volume 2, chacune des lignes est pertinente pour tous les systèmes judiciaires au monde, y compris la RDC. Pourquoi je dis ça? Parce que la justice, comme telle, comme Patrick a dit tout à l'heure, c'est une valeur
d'abord. C'est d'abord une valeur. C'est une valeur qui est universelle. La justice, quand on parle de justice, elle s'applique de manière différente. Un volet de la question de Patrick, c'était cela aussi. L'application. Les règles sont-elles là? Est-ce que les lois sont-elles là? Est-ce qu'il y a des constitutions dans ce monde? En RDC, au Canada, partout dans le monde, les pays sont dotés de constitutions et sont dotés des lois. Alors, aucun pays ne souffre d'injustice à cause de la déficience des lois. Les lois sont là. Le problème maintenant réside en la mise en œuvre de la justice, l'application de la justice par les personnes censées dire le droit. Et la justice est mise en œuvre en tenant compte de l'environnement politique, malheureusement, dans lequel la justice est mise en œuvre. Alors, lorsque vous avez un environnement politique comme celui de la RDC dont vous parlez, avec les dysfonctionnements que l'on sait, avec la corruption qui y est érigée en système de gouvernance, avec des obstacles concernant l'indépendance de la magistrature en RDC, avec un système d'injonction qui vient souvent d'en haut, avec les différents fléaux que vous connaissez, dont je ne peux parler ici, faute de disposer de suffisamment de temps, vous comprendrez que la justice est mise en œuvre de manière différente en RDC qu'au Canada ou en Belgique, où nous sommes, à cause des différents facteurs dont j'ai parlé, donc l'environnement politique, le régime politique en lui-même. Est-ce qu'on a un régime démocratique? Vous avez vu des exemples, il y a des cas où la Cour constitutionnelle a siégé à 5 pour rendre un arrêt important. Est-ce que c'est normal? Lorsque la loi prévoit qu'il faut un minimum de 5 juges, la Cour constitutionnelle est constituée de 9 juges. La loi prévoit qu'il faut un minimum de 7 pour que le quorum soit atteint, pour qu'ils puissent prendre une décision qui soit valide. 4 juges n'étaient pas là. Ils étaient à 5. Alors, comment expliquez-vous qu'ils aient pu, en dépit de tout, siéger, statuer, rendre un arrêt qui est applicable et qui s'applique, qui a été mis en application? Alors, dans quelle république vivons-nous? Vous avez utilisé le mot bananière. Confronté à la violation de la loi sous d'autres cieux au Canada, vous verrez ici, j'ai parlé aussi de... Je me suis posé la question de savoir si on était dans une république bananière aussi dans ce livre. Vous verrez, il y a un chapitre 8, l'arrêt de la cour d'appel dans cette affaire. J'ai posé la question, sommes-nous dans une république bananière au Canada? Vous voyez? Donc au niveau de l'application, la manière dont les juges se comportent peut nous amener justement à tirer les mêmes conclusions, à se poser la question de savoir est-ce qu'on est dans une république bananière, que ce soit en Belgique ici ou au Canada. En RDC, le cas, comme j'ai dit, le cas est beaucoup plus grave. Il y a des dysfonctionnements qui sont très criants. Le système est complètement à refaire. La justice, elle n'existe pas. Parce que la corruption irait en maître. Les juges sont corrompus au vu et au su de tous. Nous le savons en RDC. Les magistrats, les juges, c'est une pratique qui se fait, et c'est plus, on parle de dessous de table quand on corrompt. Mais en RDC, il faut qu'on trouve un autre mot. C'est plus dessous de table, c'est au-dessus de table maintenant qu'on fait ça. On doit trouver un autre mot pour traduire la corruption. Et on parle même aujourd'hui de motivation en RDC. Pour ne pas parler de corruption, lorsqu'on corrompt un juge ou un fonctionnaire, on dit qu'on le motive.
Et on vous demande ouvertement devant les gens, est-ce que vous motivez m'a été? Vous ne m'avez pas motivé. On parle de motivation. Le cas dont vous parlez, RDC, est très très grave. Alors, la question d'application de la justice, comme je dis, c'est très grave. Les lois sont là, sont bafouées, ne sont pas appliquées, sont mises en œuvre selon les humeurs et des juges et des politiques. Et des injonctions qui tombent de toutes parts. Alors, c'est inacceptable. Il y a beaucoup à faire pour améliorer le système. Et moi, je recommande justement aux autorités politiques de la RDC, le ministre de la Justice, le président de la République, les opposants. On n'en a pas beaucoup, malheureusement, de crédibles. Les opposants de pacotille qui ont en RDC. Alors, c'est des corrompus. Alors, il faudrait que ces personnes s'imprègnent un peu des valeurs de justice. Je pense qu'il faut une inversion des mentalités, des valeurs. Il faut un combat monstre contre la corruption en RDC pour qu'on aide ce pays-là à décoller. Je vous remercie. Voilà, je suis Sabrina, je viens de Lille pour Yazefera, notre écrivain du Congo. Voilà, notre écrivain préféré. En tout cas, ça sera pour le mien, parce que je vais me mettre à lire pour la première fois de ma vie. Donc je vais le faire. Je vais commencer cet été, c'est promis. Et bien voilà. Merci et félicitations à toi. Merci. Je m'appelle Fifi Mamba. Je suis venue, j'ai entendu parler de ce livre depuis le Canada. On m'a tellement vanté. Je suis venue encourager notre frère Sabo à propos de ça. C'est vrai que nous n'avons pas trop la culture de lire, mais je voudrais vraiment encourager la communauté congolaise, encourager notre frère, et par ce livre nous allons comprendre, nous pouvons découvrir aussi nos droits. À partir de son expérience, nous aurons franchi un pas et nous pourrons aller en avant.